Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Salut Fabien. Salut Félix. Comment ça va ? Super. Merci beaucoup d'être avec moi cet après-midi pour enregistrer cet épisode. Premier exercice du style pour moi, donc ravi. Premier exercice ? Tu te sens comment ? On verra. Ça va. Aucune pression. Non, ça va. Bon, je commence toujours ces podcasts par dire qu'est-ce que tu as fait avant. Mais en fait, petit disclaimer, Fabien, tu as fait THP il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Ouais, c'est vrai. Mais là, les gens vont dire, mais je comprends pas. THP, ça a été fondé il y a un peu moins de 4 ans. Exactement, parce que en fait, je crois que les gens parlent de la session 0 et que j'étais même avant la 0. C'est quoi la session alpha ? C'est quoi les noms ? Alpha, ouais, on était au tout début, vraiment, c'était tu débarquais, tu sortais un peu de nulle part, tu sortais d'un meet-up pour moi. Ça, on aura tout le temps, je pense, d'en discuter. Ça va être très drôle, parce que, ouais. Disclaimer, Fabien a fait la session 0 de THP, donc la toute première, celle où j'ai appris à coder avec une bande de fous qui ont appris à coder avec moi. Mais avant tout, donc ça c'était en janvier 2017, je commence toujours mes podcasts par qui étais-tu en janvier 2017 et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu apprennes à coder ? 2017, j'étais on va dire à la recherche de trucs cool à faire, je scannais les meet-up et je suis tombé sur toi qui lançait la première session de THP, donc c'était vraiment quelque chose qui était en train d'être construit. Donc j'ai trouvé ça très sympa et je me suis lancé. Et en fait, ça tombait à un moment de ma vie où, on va dire, je terminais ma première vie. Quelle première vie ? Ma première vie, alors voilà. J'ai une première vie de chercheur. J'ai fait 7 ans, j'ai fait 7 ans de physique nucléaire. J'étais physicien. Ce que je faisais en gros, c'est de la fusion. Je fabriquais un peu les dernières cases du tableau de Mendeleïev. C'était celui que tu avais accroché dans ta salle de classe quand tu étais petit. Celui que nos profs essayaient de nous faire apprendre et on ne comprenait pas, c'est ça ? Exactement, avec des derniers noms en Unubu ou je sais pas quoi, avant qu'ils soient nommés par l'IUPAC. Donc c'était comme ça que ça marche. Et toi, tu les connaissais tous par cœur ? Absolument pas. Oh putain ! Du coup, on était, j'ai pas mal bougé. J'ai fait 7 ans, donc j'étais au commissariat à l'énergie atomique. Ensuite, CNRS. Je suis passé aussi par l'université de Strasbourg et le grand accélératoire Dion-Lourd à Caen. Donc j'ai beaucoup travaillé en Russie notamment, en Finlande, je suis allé aux US. En Russie ? Ah oui, Russie, donc dans le nucléaire, en Russie, là exactement. On est... Ah, je pourrais t'en raconter des bonnes. Mais je crois que t'as pas le droit. Non, je ne peux pas. Ouais. En fait, c'était une ancienne base militaire qui n'existait pas sur les cartes, qui était, on va dire, construite au milieu d'un marécage, qui avait, pour l'anecdote, je vais jusqu'au bout, qui était construite à côté de la Volga, avec un canal qui avait été creusé par des prisonniers du Goulag et qui était censé alimenter des cyclotrons pour shooter des satellites avec des protons. Il se trouve qu'aujourd'hui les canons à protons ça sert plus à soigner le cancer plutôt qu'à shooter des satellites, mais initialement c'était ça l'idée. Donc encore très militarisé la zone. Ouais. Ok. Mais donc, c'est top secret, on ne dira rien. voilà. C'est... Ouais. Donc très belle carrière dans la recherche. Alors oui, très sympa. Au standard, moi j'ai été passionné par finalement la pluridisciplinarité que tu peux avoir dans la physique nucléaire. Donc il y avait, même si il y avait un enjeu théorique, ce qu'on faisait c'était de la structure nucléaire, c'est-à-dire on essaye de décoder un peu le code barre. On va dire chaque noyau c'est des couches quantiques, ça on peut le voir comme une sorte de code barre. Nous on essayait de synthétiser des noyaux rares très très hauts en masse ou très asymétriques en protons-neutrons de façon à pouvoir mesurer ce code barre en quelque sorte, cette structure quantique, et la confronter à des modèles théoriques. Grosse course technologique entre plein de pays, y compris la Russie, pour mettre son petit drapeau et nommer les éléments. C'est ça, récemment ils ont sorti le Oganessium. Yuri Oganessian, c'est quelqu'un qui est toujours vivant d'ailleurs, de un, et ensuite que je connais, j'ai bossé avec son équipe. Donc voilà, c'est assez la course un peu à la
comment dire, qui va mettre le pied sur la lune, tu vois, c'est Et notre qui va façon, mettre, tu vois. qui va monter les... Qui va mettre son drapeau, et voilà, ça c'était pour ma première vie. Donc si j'avais dû continuer dans la recherche, on va dire, je m'enfermais un peu dans une sorte de thématique très ingénieur, c'était en fait de l'optique ionique. Ce que je faisais, c'était modéliser des séparateurs, faire du transport ionique d'ions, tu vois, d'atomes épluchés dans des champs électromagnétiques complexes. Voilà, ça m'a passionné un temps, mais je me voyais pas non plus faire toute ma vie sur ces choses-là. Donc, voilà. Mais on va dire que ça m'a donné, on va dire, une casquette sur gestion de projet avec une dimension internationale, cette pluridisciplinarité où au fait tu touches de la théorie, tu touches de l'instrumental. J'ai fait de l'analyse de données, donc depuis le détecteur, on va dire traitement algorithmique du signal, de l'analyse. Donc aujourd'hui, on va dire que je revends, je le valorise, on va dire, avec la casquette data science. J'ai fait beaucoup de code, du C++, du Java, un peu de Python. Ça m'a, on va dire, c'était de l'analyse de données, hein, essentiellement. C'était, tu trouvais un événement sur 10 puissance 14, c'était ça typiquement l'ordre de grandeur de notre domaine. Mais voilà, on va dire que je suis rentré dans le code aussi à travers mon parcours de chercheur. Et voilà, en fait, quand j'ai fait THP, j'ai pu m'ouvrir à une autre dimension du code, d'autres facettes. Mais alors du coup, c'est hyper intéressant parce que en fait, t'as appris à coder avant de faire THP et t'as fait THP pour apprendre à coder. Exactement. Explique-nous, je suis perdu. Il y a tout un monde, il y a plein d'univers, c'est des univers parallèles même des fois. Finalement, t'as les codes bas niveau, et t'as tous les stacks web en fait. T'as le HTML, CSS, JavaScript, toutes ces choses-là, moi j'ai jamais touché. Okay. Donc on va dire quand je suis allé un peu par curiosité, parce que c'est vraiment ça, hein, initialement j'étais à la fin de cette première vie et avant ma deuxième vie, je pourrais parler, mais j'avais ce temps un peu et cette curiosité. Moi j'aime bien apprendre des choses, hein, je suis insatisfait là-dessus, découvrir les technos web potentiellement, surtout parce que c'est des technos indispensables quand on veut avoir une présence, monter un business, une start-up. Donc voilà, on va dire en toile de fond, tu avais un peu cette motivation-là. Ok. Le côté innovation et dynamique start-up, quoi. Ok, tu t'es dit, je sais déjà coder, mais j'aime bien savoir le web, et notamment un peu ce côté un peu start-up canapé de l'époque, quoi. Voilà, et puis le côté, l'émulsion que tu peux avoir à travers finalement une communauté, une dynamique d'apprentissage. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je pourrais en parler un peu plus longuement, mais voilà, THP, c'est une philosophie avant d'être une école, quoi. Ah bah, justement, sans transition, une transition incroyable. Donc, t'as fait la session alpha de THP, la toute première. On a débugué, ouais. Alors, on veut des potins. Allez, raconte-nous, c'était comment comment t'as découvert THP? Alors, moi, je scrollais sur Meetup, en fait. C'est un truc où moi, je suis un animal social. J'arrive pas à rester chez moi. J'ai envie de faire tous les soirs des meet-up, des apéros et aller chercher les événements sympas. Et je suis tombé sur le tien. Je suis venu par curiosité. J'ai vu que tu proposais un truc un peu... C'était un ovni à l'époque, hein. C'était je propose à tout le monde d'apprendre le code sur une formation de je sais plus combien de mois c'était exactement, je crois que ça a changé. Ouais, non, c'était plus ou moins 13 semaines, je crois, le parcours. 13 semaines, et on se retrouvait, c'était gratuit. Voilà, une école de code gratuite à l'époque, et on va dire cette dimension communautaire d'entraide, c'est-à-dire qu'on va pas être tout seul à apprendre derrière son PC, on est potentiellement derrière nos PC, ça change pas, mais ensemble dans un même endroit, ou avec des outils de collaboration, des Slack, des machins, et ça c'était sympa, parce que travailler c'est une chose, apprendre, il faut une dynamique, un reward, un peu une satisfaction, apprendre des choses, satisfaire sa curiosité. Et le fait finalement d'être dans une ambiance où tout le monde penche sur les mêmes problèmes, tout le monde fait un parcours d'apprentissage où si tu bugs, tu peux aller voir ton voisin. Et en l'occurrence, mon voisin, mon binôme, c'était toi. Donc ça, c'était très drôle parce qu'en fait, on était ensemble et toi, t'étais en fait, je te décrirais comme un mec sous stéroïde, tu vois, dans le sens où t'étais complètement... à fond dedans, en fait t'étais à fond dedans, et même si donc t'as un background, je spoil, plutôt finance, plutôt commercial, économie, t'avais une capacité à rentrer finalement dans la pensée logique, dans la pensée algorithmique, vraiment étonnante, quoi. Moi,
d'un point de vue chercheur, on va dire, j'étais étonné que tu me dises bah moi je viens de tel truc, mais en fait voilà, il m'a tracé plein de fois sur le code, sur les projets qu'on avait en commun. Je me rappelle qu'on le a Morpion dû, là, le fameux. même on avait un jeu d'échecs à un moment donné, je crois aussi. Le jeu d'échecs, c'était on laissait tomber ça. Des beaux challenges, et je me rappelle que tu étais super efficace, quoi, super. Donc là-dessus. Bah, c'est marrant, tel que tu décris, tu dis l'ambiance communautaire, de faire le truc dans un endroit spécifique, apprendre en groupe. Endroits, ouais. Au final, ça n'a pas changé 4 ans plus tard, donc on est fidèle à nos principes de base, ça fait plaisir. Exactement. Bon, on est entre nous, on a fait la formation il y a 4 ans. Allez, les gens veulent savoir, les potins, ça s'est passé comment la formation, il y avait quoi de drôle? Ouais, c'était très roots, c'était très, on va dire, on construisait la chose, enfin tu construisais la chose parce que c'est toi qui est le capitaine du navire, on va dire, vraiment au fil de l'eau, quoi. C'était, C'est vrai ça, ouais. on a commencé du coup à l'incubateur Numa, donc en souhaitant l'espace collaboratif. C'était un espace marrant, de travail, ouais, c'était... T'avais Lydia pour payer les pintes à la fin pour pouvoir récompenser une journée de code, mais La on faisait pinte des du bonheur. journées... La pinte du bonheur, ouais. On était sur des journées de 8 heures de code. 8 heures de code, c'était intense, hein. On avait un lieu, et je pense que c'était aussi ça un peu l'esprit de Hacking Project, c'était aussi d'hacker des lieux, dans le sens où t'avais pas besoin de payer des salles, c'était aussi se mettre dans des bons endroits où il y avait des dynamiques d'innovation, t'avais pas à payer, et en même temps où les gens étaient très sympas. Enfin, Numa, ils ont bien vu qu'on était là, ils ont été super cool. Et on n'a pas fait que Numa aussi, On a fait bougé que un nous, peu, on a fait aussi les apparts des uns et des autres. Je me rappelle, c'était assez roots, comme on dit. Et voilà, on avait nos PC, des fois pas de chaise, mais voilà, on était ensemble et focus, quoi. C'était ça. Même si tu codes par terre, tant que tu le fais ensemble, tout va bien. C'est ça. Ok, donc on est au printemps 2017. THP s'est plutôt bien passé pour toi, on a bien rigolé. Qu'est-ce que t'as fait après THP? Alors après THP, j'ai eu une opportunité de CDI. Et je suis passé du coup de ma première vie de chercheur à une belle interlude THP à ma deuxième vie du coup de ce que j'appelle aujourd'hui Tech Transfer Manager, manager du transfert des technologies. Et juste pour l'anecdote, en fait, il se trouve que THP, je trouvais ça très sympa quand je l'ai fait, et je n'ai pas eu une utilisation immédiate dans cette deuxième vie. Et je ne savais pas à quel point, par contre, ça allait me servir dans ma troisième vie, dont je parlerai un peu plus tard. Ouh, là c'est... Mais on va dire que voilà, c'est là où je pourrais expliquer à quel point ça m'a été utile. Donc cette deuxième vie, c'est on va dire lié au transfert technologique. Alors qu'est-ce que le transfert technologique? C'est peu connu, je vais essayer d'expliquer ça clairement. En gros, pour faire simple, mon job c'était d'aller dans les laboratoires de recherche publics, de parler avec des chercheurs, de sourcer des nouvelles technos à partir de nouveaux résultats. Dans l'idée, le cas échéant, si je voyais qu'il y avait un potentiel de valorisation, c'est comme ça qu'on dit, j'allais rassembler des équipes avec des ingénieurs en propriété industrielle, des juristes pour clarifier les contextes contractuels, et des business analysts et business développeurs. Tous ensemble, on structurait ce qu'on appelle des programmes de maturation technologique. Ok. Alors pour bien comprendre, il faut être familier avec la notion de TRL, le Technological Readiness Level. En gros, à 0, tu es dans la tête, à 3, tu es autour du POC, 5 du prototype, POC, le preuve de concept, ok. et à 9, tu es en prod, tu es dans un environnement réel. Ok. Et en gros, l'idée c'est de pouvoir faire passer une techno de la tête jusqu'à des environnements de plus en plus réalistes, tu vois, simulés et ensuite réels. Et en fait, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on prenait des projets de TRL autour de 3, des choses où il y avait des premiers résultats, des preuves de concept, et on allait donc structurer ces programmes de maturation technologique. Comment on passe de A à B, sachant que B, c'est pas forcément le mettre en prod la technologie, c'était essentiellement donc générer des actifs de propriété intellectuelle comme des brevets par exemple, ou du code, et être capable de les transférer. Donc les transférer, c'est, on va dire, soit trouver des acteurs avec les épaules suffisamment solides, le réseau pour déployer les technologies et les valoriser, avec un juste retour pour les mandataires, les tutelles et in fine le chercheur. Ok, sous forme de royalties en quelque sorte. J'expliquerai juste après le rôle des SAN, en fait, c'est exactement ça. On a ce côté valorisation via des licences, c'est ça, avec des flux de royalties. Et on avait aussi un focus résolument pro-startup. L'idée, c'était de créer des véhicules dédiés pour avoir les brevets,
ou des licences exclusives, tu vois, pas obligé de les avoir en CD. Et avec ces véhicules-là, avoir une dynamique de valorisation des technos. On va dire que mon travail, on peut le résumer comme ça, c'était créer des startups deep tech. On va dire. Ok. Deep tech. Deep tech, ouais, c'est les gros mots, voilà, comme on dit aujourd'hui. Pour bien cadrer ce travail, il faut comprendre que les SAT, donc les sociétés d'accélération pour le transfert des technologies, sont des structures privées à actionnaires publics. Donc en gros, les actionnaires de ce genre de structure, ce sont les labos, ce sont les tutelles, c'est l'État. Et l'idée, c'est que donc, suite à la commission Rocard, il y en a eu 14 créées en France, chacune opère sur un territoire de chercheurs très précis. Nous, notre territoire, c'était 20 000 chercheurs, 260, je crois, laboratoires sur lesquels on était mandataires exclusifs, c'est-à-dire qu'on était les seuls à pouvoir gérer les actifs de propriété intellectuelle pour le compte des ayants droit. Donc nous, on n'avait pas de droit sur ça, mais on avait l'idée, la philosophie des SAT, c'était de ne plus avoir 50 acteurs sur des UMR, c'est des unités de laboratoire mixtes, où chacun va dire c'est à moi. On a des accords cadres, un acteur unique qui permet de gérer la propriété intellectuelle pour le compte des tutelles. Ça, c'est la philosophie de base, même si c'est très compliqué, parce qu'il y a une complexité contractuelle importante. C'était ça l'idée. Donc, c'est des structures qui bénéficient de financement du PIA, Plan d'investissement d'avenir, et on mettait, donc quand je disais tout à l'heure, je structurais des programmes de maturation technologique, je les présentais moi-même devant des comités d'investissement, validés par des comités d'administration, des conseils d'administration, et on mettait jusqu'à 500 000 euros par projet. Sur cette phase la plus à risque, la plus amont finalement, dans la naissance d'une startup deep tech, celle où finalement tu as des risques technologiques importants, tu as des verrous à casser, c'était souvent ça. Des verrous, quel type de verrous? Des verrous, c'est dans cette montée en TRL, à quel point une technologie est capable d'aboutir à un produit, à quel point elle peut être scalable, à quel point finalement il y a des verrous aussi en propriété industrielle. Est-ce que finalement on peut breveter pour pouvoir sécuriser un marché? Sachant que un brevet, c'est censé être, on va dire, transformer la science en arme commerciale. Ça impose de dépenses, un brevet, mais par contre, ça te permet de sécuriser un marché. Souvent, ce que je dis, c'est, ne serait-ce que dans la rédaction des revendications d'un brevet, il faut penser un brevet comme étant une solution technique à une problématique technique. Et dans ta stratégie brevet, tu dois être capable de penser aussi ta stratégie commerciale. Sur quel pays tu vas faire porter ton brevet. Tout ça, c'est lié. Okay. Donc, poser un brevet, c'est une chose. Être capable de le concevoir, le déposer de façon à ce qu'il ait la bonne portée, la bonne opposabilité et la bonne couverture en termes de business, finalement, c'est tout un art, toute une difficulté. Et c'est ça qu'on essaie de faire du mieux possible dans ces offices de transfert technologique. En fait, aux États-Unis, on appelle ça les TTO, Technological Transfer Office. C'est beaucoup plus mature qu'en France, et il y a beaucoup à apprendre d'eux. Mais voilà, c'est ça qu'on fait en France avec les SAT. Et voilà, donc c'est un vrai challenge, et c'est toujours des problématiques d'alignement, j'aime bien ce mot, d'alignement entre la science qu'on transforme en arme commerciale à travers ses brevets, donc une dimension scientifique, un ou plusieurs champs, souvent il y en a plusieurs. On a cette dimension business avec des cas d'usage, et une complexité contractuelle sous-jacente qui doit être traitée. Est-ce que c'est un secteur sous-évalué, tout ce qui est deep tech? Complètement. En fait, pour moi, la deep tech, c'est une définition qui n'est pas simple. La BPI on a une définition qui est très claire. Quelle serait ta définition d'ailleurs? Alors, je crois que BPI France, c'est des projets avec des barrières à l'entrée. Des barrières à l'entrée qui sont à la fois en termes de propriété intellectuelle, donc un brevet, c'est une barrière à l'entrée, c'est clair, c'est très formel. Des barrières liées à la difficulté d'industrialisation, des barrières liées au time to market, des barrières au sens large, liées à des compétences, une expertise que tout le monde n'a pas. D'accord. Donc voilà, tout ça, ce sont des barrières. Je suis d'accord avec cette définition. Moi, j'aime bien en fait faire le lien avec la définition du brevet aussi. Un brevet, pour être valable, il doit être nouveau et inventif.
Ok. C'est deux notions, on va dire. La nouveauté, c'est que finalement, si tu as publié ta techno, elle est dans ce qu'on appelle l'état de l'art. Et là, tu as tué ton brevet, en fait. Parce que demain, on pourra t'opposer qu'il existe sur une publication scientifique, et potentiellement, tu l'as pas inventé. Et même si c'est toi, en fait, on peut t'opposer tes propres publications. Donc nous, notre hantise, c'était des chercheurs qui veulent déposer un brevet qu'ils ont... sur une techno sur lesquelles ils ont déjà publié. Donc ça, c'était très compliqué de leur faire comprendre qu'on pouvait faire l'un puis l'autre. On n'est pas obligé forcément d'impacter les KPI, comme on dit. En fait, les chercheurs sont souvent évalués sur des métriques liées à leur publication, leur dynamique de publication. Le brevet, c'est pas du tout standard. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Ça c'est en termes de culture, c'est pas évident. Certains l'ont, d'autres moins. Voilà, nouveau et inventif, ça veut dire qu'il faut pas qu'on en ait entendu parler avant. Et inventif, il faut que si ta techno c'est A plus B, finalement, il faut que le plus entre A et B soit pas évident. Tu associes deux choses qui sont connues de l'état de l'art, mais en fait qui est un travail, une activité inventive à combiner deux choses. Ça ne peut pas être quelque chose qui doit être vraiment évidente. Donc, ce sont des bons exemples. Et en fait, voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour moi, la recherche, c'est un peu comme une énorme bulle où il y a à l'intérieur énormément de savoir-faire. Il y a des gens, des chercheurs par exemple en intelligence artificielle, ils gèrent, ils sont capables de faire des très beaux projets de data science, d'utiliser des algos, il y en a pléthore, et tout ça, potentiellement, sans doute en fait, ça permet d'adresser énormément de problématiques business. T'es pas obligé d'être sur finalement la surface de la bulle, ce que j'appelle le nouveau et inventif. Tu vois, ce qui est brevetable, ce qui est vraiment l'innovation de rupture, pour générer de la valeur. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que le transfert technologique, aujourd'hui, est très focalisé sur transférer des actifs formels, des brevets, donc nouveaux et inventifs. On opère sur la surface de cette bulle, alors qu'il y a énormément de compétences, d'expertise dans les labos. Et ça, voilà, le savoir-faire, ou tout simplement l'expertise, on va dire, il y a un enjeu de valorisation énorme. Ok, et donc aider les gens justement à concrétiser un peu leur expertise. Exactement, ouais. L'idée c'est voilà, sensibiliser les gens, et ça c'est ce que je fais aujourd'hui, je pourrais en parler un peu, c'est sur ce que j'appelle gestion de projets complexes. Aujourd'hui dans ma nouvelle activité, c'est des projets qui sont à l'interface entre plusieurs champs scientifiques, contractuels complexes et IP potentiels. Et voilà, en fait, un projet deep tech c'est typiquement ça. C'est un projet où il faut aligner la science, le business, l'IP, et où il y a des verrous potentiellement. C'est ça. C'est pas des technos qui sont éprouvés, qui sont disponibles facilement. C'est, on va dire, potentiellement des projets avec des verrous. Ok. Et alors, tu disais, tu pourras en parler lors de ta 3e vie, mais alors, c'est un moment de transition absolument incroyable. Que fais-tu aujourd'hui ? Quelle est ta 3e vie ? Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que, on va dire, je capitalise sur tout mon passé, mes 2 premières vies. À la fois, donc, ce parcours de chercheur qui fait que je suis capable d'interagir avec des chercheurs. C'était ça mon travail. C'est pas de me substituer à des chercheurs ou de me prétendre être à un niveau comme le leur. Bien sûr que non. L'idée, c'est un petit peu comme, on va dire, une courbe où tu vas passer... C'est l'expertise en fonction du temps, tu vois. Tu vas passer du temps pour pouvoir monter en expertise. Tu vas lire des publis, tu vas essayer de passer de... quelqu'un qui ne connaît rien à un interlocuteur crédible. Donc voilà, tu montes en courbe, tu deviens un interlocuteur crédible, mais tu vas pas non plus aller tout en haut, continuer à dépenser énormément de temps pour être expert. Donc t'es pas forcément... L'idée c'est de trouver le juste milieu pour être un interlocuteur crédible et capable de communiquer entre donc un ou plusieurs champs scientifiques et tous les autres enjeux, business, IP, toutes ces choses-là. Donc on va dire aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je capitalise sur cette connaissance des mécanismes de transfert technologique. Je capitalise sur cette connaissance de ce que j'appelle le millefeuille académique. Tu vois, tu as le chercheur, tu as les labos, tu as les tutelles, tu as les mandataires qui gèrent la propriété intellectuelle du coup pour le reste, comme je disais. Tout ça, ce millefeuille-là, en fait, quand on ne le connaît pas, on peut se heurter très vite à avoir des vrais problèmes. Déjà parce qu'on ne va pas respecter les ayants droit. Et voilà, cette capacité à structurer des synergies, à savoir aussi me positionner par rapport aux intérêts que peuvent avoir les chercheurs, qui
ne sont pas forcément ceux des autres acteurs dans le système, ou potentiellement de mettre au service d'une start-up qui, elle, veut structurer quelque chose avec ce millefeuille. Voilà, je suis capable, enfin on est capable dans cette nouvelle dynamique d'avoir cette expertise dans les mécanismes de transfert technologique et de leur façon de raisonner, on va dire. Et donc quelle nouvelle dynamique Donc voilà, Cognitive Atlas, c'est le nom de ma nouvelle structure. On peut résumer ça comme une sorte de corporate startup studio spécialisé dans le transfert technologique, dont on appelle aujourd'hui la deep tech, et en même temps le développement de produits IT complexes, dans le sens où on ne va pas que faire de l'ingénierie de projet, même si on est capable de le faire, on va aussi avoir un rôle très opérationnel sur le développement de MVP, sur du prototypage rapide, sur du dérisquage avec des développeurs. Voilà, on pourrait dire que même si on s'adresse à des problématiques, à des projets où on a des verrous technologiques, ça c'est ce qu'on peut faire, on a aussi ce qu'on pourrait appeler un rôle de SN, en fait, d'entreprise des services numériques, où on est capable de faire du dev classique aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un peu deux typologies de projets, et en parallèle, ça correspond aux deux grandes philosophies du transfert techno. D'accord. En gros, souvent, je dis, voilà, il y a du techno-push et du tech-request. Techno-push, c'est ce que j'ai fait dans ma deuxième vie. En gros, prendre une techno, la pousser sur le marché. Souvent, c'est des technos qui sont transversalisables, où on a une vraie réflexion à avoir sur des cas d'usage. Par exemple, j'avais un projet où c'était une intelligence artificielle pour pouvoir modéliser des raisonnements complexes avec une dimension d'explicabilité. Voilà. Une dimension d'explicabilité. C'est voilà. Aujourd'hui, tu sais, dans l'IA, tu as un problème qui est juridique même, c'est que quand les décisions doivent toucher l'humain, en santé, en droit, ou voilà, on doit être capable d'expliquer pourquoi l'algorithme donne telle recommandation. D'accord. Cette fameuse boîte noire des réseaux de neurones, des modèles de machine learning. Et dans les cas des réseaux de neurones, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop... C'est une corrélation statistique entre des inputs et des outputs, des entrées et des sorties. On a développé un modèle qui n'est plus ni moins qu'une sorte de gros fit, qui va permettre de faire de l'inférence a posteriori. Mais on va pas être capable d'expliquer pourquoi, et pire encore, on peut avoir encodé des biais, y compris sociologiques. Voilà, si tu fais du machine learning sur des CV, tu vas reproduire des discriminations à l'embauche, du sexisme, du racisme, des choses comme ça. Pareil pour le droit, il y a plein de cas, plein d'histoires là-dessus, très intéressantes. Et donc là, voilà, on avait ce type de techno, et pourquoi j'en parle ? Parce que finalement, tu avais des cas d'usage un peu partout. Donc voilà, on a des approches techno-push, où quand tu as une techno potentiellement, quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou, tu vois, tu as envie de les appliquer. Donc il y a un vrai travail, tu vois, de recherche de cas d'usage et de cas business, finalement, savoir faire en sorte que la valeur soit perçue, qu'on puisse s'insérer dans des chaînes de valeur. Et ça, on va dire que tu as la problématique de maturation technologique, de passer du labo au marché, et bien sûr les time to market dans la deep tech peuvent être de l'ordre de 10 ans, c'est des choses très conséquentes. Nous, on va être sur ces dynamiques-là, on bosse avec des chercheurs là-dessus, mais on est aussi la deuxième dynamique que j'appelle donc le tech request, qui correspond en quelque sorte à partir d'un besoin, quelqu'un qui a une vision business, une connexion avec des acteurs proches du besoin, une vision des pain points comme on dit, à être capable finalement d'adresser les besoins, par exemple avec un MVP, avoir une stratégie ensuite de différenciation de sa proposition de valeur grâce à la technologie. D'accord, on va venir donc en mettre support, en lien ouais. des spécialistes chercheurs dans le domaine avec un MVP ou un POC qui Exactement, marche. Voilà. Moi je vois beaucoup de gens qui me disent voilà, je veux faire ça, je sais exactement quel est le besoin, je veux faire de l'IA. Et en fait, à minima, on va commencer par avoir des datas, bien sûr. On va faire un typeform, comme tout le monde. Un petit typeform comme tout le monde. Et en gros, voilà, les gens sont dans beaucoup d'entrepreneurs, des experts métiers, sont pas forcément familiers avec la tech, voire la deep tech encore moins, bien sûr. Et l'idée, c'est de leur dire, ok, on peut avoir une vision long terme, on peut imaginer des valorisations de techno, même des choses qu'on aurait rencontrées dans le passé ou qui seraient disponibles dans les offices de transfert. Mais voilà, d'aller dans une démarche agile, progressive, initier un business, faire son product market fit quand c'est possible, avant de se différencier avec des algos innovants. Voilà. Donc voilà, deux philosophies de projet, tech request,
et Technopush, on va dire, c'est un peu les deux philosophies. Et aujourd'hui, nous, avec cette nouvelle activité, donc c'est une boîte, c'est une SaaS, hein, une SAS, on a 1 an et demi à peu près, on met plutôt l'accent sur les projets avec un time to market court. On a une activité de SN du coup avec des prestations standards pour pouvoir manger, entre guillemets, mais après on a une dynamique de startup studio. Alors, t'as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup intrigué. T'as dit que l'apprentissage du code à THP t'a été pendant la transition entre ta première et ta deuxième vie, mais en fait, il t'a servi pendant ta troisième vie. Nous sommes pendant ta troisième vie. Exact. Tu as l'air quelqu'un de brillant qui connaît toute la deep tech. Non. En quoi l'apprentissage du code t'a servi pour ta troisième vie? Bah, en fait, je dirais que l'enjeu pour être un CEO, je pense pertinent, c'est d'être capable de communiquer, d'être une sorte de traducteur entre différents langages, entre différents mondes. Moi, c'est ce que j'ai... En fait, j'ai commencé la recherche en voulant être journaliste scientifique, en dire être capable de parler à plein de gens. Quand j'ai fait du transfert technologique, pareil, je parlais à des ingénieurs brevets, à des juristes, à des bizdev. Voilà, toujours ce côté un peu... à l'interface entre différents champs, entre différents langages. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans THP, c'est pas forcément l'idée d'aller vers des postes de développeurs, parce que je pense que voilà, c'est pas en quelques mois, faut vraiment y prendre goût. C'est un amorçage, on va dire. Pour moi, c'est un très bon amorçage pour être dev, mais après, je pense pas que la portée de THP en termes de perspective d'embauche, d'emploi, se limite aux devs. Ce que je pense, c'est que finalement, tu apprends aussi à parler une langue. Tu apprends quand tu vas monter ton projet à savoir en face qu'on est en train de t'enfumer, excuse-moi du terme, mais que finalement, ce qu'on te dit qui va prendre X mois, finalement, c'est la moitié, par exemple. Tu es capable de pouvoir exprimer des specs, des spécifications. Tu es capable de pouvoir gérer un projet IT, en fait. Et pour moi, ça fait partie des compétences clés d'un entrepreneur. Peut-être d'un CTO, tu vois, tu es sur un parcours où tu as des compétences clés pour devenir un CTO. Et c'est ça que je trouve riche pour quelqu'un qui est passé par THP, c'est que c'est un interlocuteur pour moi. Déjà, alors, pour moi, il y a deux sujets. Il y a moi en tant qu'ancien THP. Aujourd'hui, ça me sert énormément dans le sens où je gère des projets IT. Je dois interagir avec des développeurs sur des technologies web, notamment toutes celles que j'ai pu aborder sur THP. Donc moi, ça me permet d'avoir... donc je vais pas faire les choses à la place des devs, mais ça me permet d'être crédible quand je veux interagir, quand je veux faire même des petits inputs, je vais apporter des choses. Mais ça me permet de connaître un peu la logique MVC, de savoir comment... construire, piloter un projet IT. Donc ça, c'est pour ma part. Moi, c'est sur cette dimension ESN en grande partie que ça me sert, on va dire. Et par rapport à un profil THP, moi, je trouve ça intéressant parce que typiquement, c'est un porteur de projet, peut-être un futur entrepreneur, qui finalement a une vision enrichie, qui devient finalement un interlocuteur pertinent pour nous, et on va être capable de bosser ensemble, on va être capable de lui proposer toute une équipe pour pouvoir monter son projet, faire son MVP, aller sur le marché le plus vite possible. Donc voilà, moi, et en fait pour rien te cacher, on travaille aujourd'hui avec un ancien de THP. Donc c'est un projet... Top secret ouais. On va dire c'est un projet où il y a de l'IA, où il y a du machine learning, donc il y a une dimension, on va dire, tech poussée, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui va pas forcément développer, mais qui prend énormément de plaisir à pouvoir interagir avec des développeurs. Là par exemple, on a un stagiaire avec lui, et on voit bien qu'il a un profil aussi un peu CTO, quoi. Et voilà, et ça, je ne sais pas s'il aurait été capable de faire ça sans être passé par THP. Ok, bah voilà, pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous voulez vous lancer dans le deep tech, sachez que c'est tout à fait possible. Eh bien, merci beaucoup, Fabien, d'avoir pris le temps de raconter ton parcours, un parcours très intéressant, une aventure à THP tout à fait mémorable. Ouais, c'est ça. Bon, moi, on va dire que j'étais ravi que tu m'invites pour pouvoir un peu échanger. Et au-delà de ça, moi, je suis quelqu'un on va dire, qui dédie une partie de son temps, même si aujourd'hui j'ai une activité commerciale. Aujourd'hui, je dédie une partie de mon temps, on va dire 2 demi-journées, donc une journée par semaine, pour faire du coaching gratuit sans objectif commercial. Et moi, voilà, je te fais la proposition comme je le fais à tout le monde, c'est si vous avez des projets,
Si vous voulez les challenger, si vous faire des accords de confidentialité aussi, bien sûr, bonne pratique. Hein. Mais voilà, moi je suis totalement ouvert pour pouvoir échanger sur les projets et essayer d'apporter de la valeur. Et si après on voit qu'on peut être utile, bien sûr, on sera là. Mais en tout cas, voilà, c'est une proposition que je fais aux auditeurs SIA et surtout à toi, Félix, par rapport à cette belle réussite, ce que tu as réussi à en faire. Et moi, je suis vraiment impressionné. On a commencé dans des petites chambres, Dans les petites chambres un peu humides. Numa, et maintenant, en fait, t'en as partout, dans tous les pays du monde. Enfin, peut-être pas tout, j'exagère, mais t'as quand même un rayonnement. Enfin, ça a très très bien marché, quoi. Donc moi, j'applaudis, félicitations, et voilà, si je peux retourner un peu ce que ça m'a apporté, j'en serais ravi, quoi. Eh bien super, bah merci pour ces encouragements, merci pour tout. Et puis on se retrouve à la prochaine. Merci à toi, ouais, c'était un plaisir. À bientôt. Ouais. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.